Il pensait l'avoir acculé. 7 hommes armés contre une cible en sang dans le ventre de béton froid d'un parking souterrain. Le garage se trouvait sous le vieil hôtel Morrison, au centre-ville de Chicago. Une relique des années 1920 qui sentait encore l'essence, la rouille et les péchés oubliés. La cible était Dominique Caruso, l'homme le plus craint de la région des Grands Lacs, le boss qui avait uni les familles criminelles fracturées de Chicago sous une main de fer, l'homme dont le nom faisait transpirer les agents fédéraux et disparaître les gangs rivaux. Ce soir, il se vidait de son sang contre le capot de sa propre Mercedes, une main pressée contre la blessure par balle à son côté, l'autre tenant un Beretta vide. Son costume anthracite, valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, était trempé d'un sang qui paraissait noir sous la faible lumière fluorescente. Il était surpassé en puissance de feu, en nombre et à court de temps. Les 7 hommes se déployèrent en demi-cercle, leurs armes braquées sur lui. Ils portaient un équipement tactique dépareillé et des passe-montagnes, se déplaçant avec l'assurance maladroite de tueurs à gages qui pensaient avoir déjà gagné. « Fin de la route, Caruso !» cria le chef, sa voix résonnant contre les piliers de béton. Il leva un fusil à pompe Mossberg, armant la pompe avec un bruit qui rebondit dans le garage vide, comme une sentence de mort. « Marchetti te passe le bonjour. » Dominique cracha du sang sur le sol taché d'huile. Même ainsi, acculé et mourant, ses yeux gardaient la fureur froide d'un prédateur blessé. « Dis à Marchetti, grogna-t-il, sa voix humide de douleur, qu'il va lui falloir plus de 7 chiens pour m'abattre. » Le chef rit. Les autres rirent avec lui. Ils étaient tellement concentrés sur le prix, si certains de leur victoire, que personne ne remarqua la fille. Elle se tenait dans l'ombre près de l'ascenseur de service, vêtue d'une chemise noire boutonnée et d'un tablier taché, tenant 2 lourds sacs poubelles. Juste une autre travailleuse invisible sortant les poubelles à 2 heures du matin. Juste une autre personne dans une ville pleine d'anonymes. Elena Vasquez, 27 ans, par maid au Rusty Nail, 2 mois de retard de loyer, survivant grâce aux nouilles instantanées et aux rêves brisés. Les tueurs ne la virent pas laisser glisser silencieusement le sac poubelle au sol. Ils ne remarquèrent pas sa main s'introduire dans la poche de son tablier, ses doigts s'enroulant autour du lourd tire-bouchon en acier qu'elle portait toujours. Ils ne réalisèrent pas que sa respiration avait changé, que sa posture était passée de celle d'une travailleuse épuisée à toute autre chose, quelque chose que son père avait passé 18 ans à graver dans ses os. Le chef leva son fusil, l'index se resserrant sur la détente. « Dis bonne nuit, Caruso. » Elena bougea. La personne la plus dangereuse dans ce parking n'était pas le patron de la mafia perdant son sang contre sa voiture. C'était la fille tenant un sac de poubelle et un tire-bouchon brisé. Et cet homme allait apprendre cette leçon à la dure. 3 heures plus tôt, l'enseigne néon du Rusty Nail bourdonnait d'un vrombissement irritant qui semblait forer directement dans la tempe d'Elena Vasquez. C'était 23 heures, un mardi pluvieux dans le South Side de Chicago, et le bar sentait exactement comme d'habitude. La bière éventée, la fumée de cigarettes incrustée dans les murs depuis des décennies, et le goût piquant du whisky bon marché. Elena essuyait le comptoir, ses mouvements mécaniques, répétés au fil de milliers de nuits identiques. À 27 ans, elle paraissait plus vieille. Ses cheveux châtains foncés étaient tirés en une queue de cheval désordonnée, quelques mèches s'échappant pour encadrer un visage marqué par l'épuisement. Les cernes sous ses yeux racontaient l'histoire des doubles services et des nuits sans sommeil. Ses mains étaient calleuses, à force d'ouvrir des bouteilles, de secouer des cocktails et de frotter des verres, jusqu'à ce que ses articulations craquent. Elle était invisible ici pour les camionneurs voûtés sur leur bière. Elle n'était qu'une paire de mains remplissant leurs verres. Pour les hommes d'affaires ivres desserrant leurs cravates après des affaires ratées, elle était une cible pour des phrases de drague bafouillées et des regards baladeurs. Pour les vieux habitués venus boire leur pension, elle était un meuble, faisant partie intégrante du bar lui-même.
Elena avait appris à accepter cette invisibilité. C'était plus sûr ainsi. Son appartement était une boîte à chaussures, à Pilsen, 40 mètres carrés de papier peint décollé et un radiateur qui gémissait comme un animal mourant. Elle avait 2 mois de retard de loyer. Son réfrigérateur contenait une demi-bouteille de sauce piquante, 3 paquets de ramen instantané et un espoir expiré depuis longtemps. C'était sa vie. Servir des verres à des inconnus, esquiver les mains baladeuses, compter des pourboires qui n'étaient jamais suffisants. Puis la porte s'ouvrit exactement à 23h30. Elena n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. Chaque mardi et jeudi, à la même heure, le même homme. Ses mains continuaient de bouger, mais ses sens s'aiguisèrent. Dominique Caruso entra comme s'il possédait l'endroit, ce qui, pour autant qu'elle sache, était probablement le cas. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus cher que ce qu'Elena gagnait en 1 an. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière, quelques fils d'argent aux tempes. Sa mâchoire était assez tranchante pour couper du verre, et ses yeux étaient de la couleur d'une tempête hivernale, gris, froid et voyant tout. Il se dirigea vers son box habituel dans le coin arrière, toujours le même siège, toujours face à la porte. Un prédateur qui ne laissait jamais personne arriver derrière lui. Tout le monde à Chicago connaissait la famille Caruso. Ils possédèrent les entreprises de construction qui bâtissèrent la ville. Ils contrôlèrent les syndicats qui faisaient tourner la ville. Ils avaient des juges dans leurs poches et des politiciens sur leur liste de paix. Sur le papier, c'étaient des hommes d'affaires légitimes. En réalité, ils étaient ce que Chicago avait de plus proche d'une famille royale, du genre dangereux. Elena lui servit sa boisson habituelle sans qu'il ait besoin de demander. Un whisky sec, Jameson. Il ne le finissait jamais. Il sirotait simplement, vérifiait son téléphone et regardait la rue à travers la fenêtre striée par la pluie. Elle le servait depuis 8 mois. Il ne lui avait jamais adressé plus de 2 mots. Mais ce soir, Elena remarqua quelque chose de différent. Ses articulations étaient meurtries, fraîchement, et sous son costume parfait, il y avait une tension dans ses épaules, la préparation crispée d'un homme qui s'attend au pire. Elle apporta le whisky à sa table, gardant son visage neutre. Dominique Caruso leva les yeux. Ses yeux gris de tempête rencontrèrent les siens juste un instant, et Elena réalisa avec un frisson qui n'avait rien à voir avec le courant d'air de la porte, qu'il l'observait elle aussi. Elena posa le whisky sur la table de Dominique, gardant les yeux baissés, la posture soumise. Règle numéro 1 quand on sert des hommes dangereux. Ne soyez pas intéressante. Votre boisson habituelle, monsieur. Dominique ne répondit pas. Son regard s'était déplacé vers la fenêtre, suivant quelque chose dans la rue détrempée par la pluie. Elena se tourna pour partir. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. 2 officiers de police entrèrent, leurs uniformes sombres de pluie, leurs mains posées nonchalamment sur leur ceinture. Ils n'étaient pas là pour boire un verre. Leurs yeux balayèrent la salle avec l'efficacité pratiquée d'hommes cherchant quelqu'un. Elena sentit le changement dans l'air derrière elle. Sans se retourner, elle sut que la main de Dominique avait bougé vers l'intérieur de sa veste. La tension émanant de son box était presque physique. Une charge statique qui fit se dresser les poils sur ses bras. Les flics se dirigeaient vers le fond, vers lui. Elena ne réfléchit pas. Son corps agit, simplement. Elle pivota trop vite, accrochant sa hanche au bord d'une table voisine. Le plateau dans ses mains bascula. 3 verres vides s'écrasèrent au sol, éclatant, avec un bruit d'explosion qui trancha le silence du bar, comme un coup de feu. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Elena tomba à genoux, la voix haute et décontenancée. Je suis vraiment maladroite. Je suis si désolée. Tous les regards dans le bar se tournèrent vers elle, y compris ceux des flics. L'un d'eux ricana. « Rude nuit, ma belle. »« La pire, » dit Elena, s'empressant de ramasser les éclats de verre de ses doigts tremblants. « Mon patron va me tuer. » Ce sont les bons verres. Les officiers perdirent immédiatement tout intérêt. Juste une barmaid maladroite.
Rien à voir. Ils flânèrent vers le comptoir, commandèrent 2 cafés à emporter et partirent, sans un second regard, vers le box du fond. Helena finit de ramasser le verre. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Elle se leva lentement, jeta les éclats dans une poubelle proche et retourna à la table de Dominique pour récupérer son verre vide. Il la fixait. Ce n'était pas un regard de gratitude. C'était quelque chose de bien plus troublant. Une évaluation, un calcul, comme si elle était un puzzle qu'il ne s'attendait pas à trouver dans un endroit pareil. Sur la table, à côté de son whisky intact, se trouvaient des billets de 200 $. « Le whisky est à 12 $, monsieur Caruso, » dit Helena, la voix plate. « Je n'ai pas besoin de charité. Vous connaissez mon nom. Ce n'était pas une question. Tout le monde à Chicago connaît votre nom. » Les lèvres de Dominique s'incurvèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Il s'adossa, l'étudiant de ses yeux gris d'hiver. « Je connais le vôtre aussi, Helena, même si vous ne portez plus votre badge depuis 2 mois. » Le frisson revint, plus tranchant cette fois. Helena garda son visage soigneusement neutre, mais son pouls s'accéléra. « Je l'ai perdu, » dit-elle. « Vous l'avez jeté, » corrigea Dominique. « La même semaine où vous avez arrêté de prendre le bus pour rentrer chez vous, à pied par les ruelles au lieu des rues principales. » Il prit son whisky, faisant tourbillonner le liquide ambré. L'invisibilité est une compétence précieuse. Ne la gâchez pas en faisant du bruit. Il vida le verre d'un trait et le reposa avec un léger clic. Gardez l'argent. Considérez cela comme le prix pour ma tranquillité d'esprit. Dominique Caruso se leva, boutonna sa veste et sortit sous la pluie sans se retourner. Helena le regarda partir, les 200 $ intacts sur la table. Un étrange nœud d'inquiétude se serrant dans son estomac. Il l'observait de près depuis des mois. La question était « Pourquoi ?» Le reste du service d'Helena passa dans un flou de clients ivres et de comptoirs collants. Elle ne pouvait se défaire de la sensation du regard de Dominique sur elle. Même des heures après son départ, les 200 $ étaient toujours dans la poche de son tablier, intacts. À 2 heures du matin, le Rusty Nail se vida, enfin. Helena verrouilla la porte d'entrée, finit d'essuyer le bar et attrapa les sacs poubelles à l'arrière. Les bennes se trouvaient dans le parking sous le vieil hôtel Morrison adjacent, un tombeau de béton qui sentait toujours l'échappement et la décomposition. Elle prit l'ascenseur de service pour descendre, ses pas résonnant dans l'espace vide. Les lumières fluorescentes vacillaient au-dessus, baignant tout d'une lueur jaune maladive. Helena était à mi-chemin de la benne quand elle l'entendit, des pneus hurlant sur le béton. Elle lâcha les sacs poubelles et se pressa contre un pilier, l'instinct prenant le dessus avant même la réflexion. 2 S UV noirs débouclèrent au coin, leurs phares tranchant l'obscurité comme des yeux de prédateurs. Ils s'arrêtèrent en crissant, bloquant la rampe de sortie. Entre eux et le mur se trouvait une berline Mercedes argentée. La porte du conducteur fut ouverte d'un coup de pied. Dominique Caruso en sortit en trébuchant, une main pressée contre son côté, l'autre tenant une arme qui tremblait à chaque respiration laborieuse. Le sang suintait entre ses doigts, sombre et brillant dans la faible lumière. 7 hommes sortirent des SUV. Équipement tactique, passe-montagne, armes levées. « Fin de la route, Caruso !» cria le chef. « Marchetti te passe le bonjour. » Le cœur d'Helena percuta ses côtes. Elle devrait s'enfuir. Elle devrait appeler le 911. Elle devrait faire n'importe quoi sauf rester là, à regarder un homme mourir. Mais son corps ne bougeait pas. La voix de son père résonna dans sa tête, surgissant de souvenirs qu'elle avait passé des années à essayer d'enterrer. L'arme n'est pas le couteau, Helena. L'arme, c'est toi. Le couteau n'est qu'une extension. Identifie la menace. Élimine la menace. Sa main glissa dans la poche de son tablier. Le lourd tire-bouchon en acier était toujours là, solide et familier. Elle l'avait porté à chaque service pendant 3 ans. Pas pour ouvrir des bouteilles,
Pour ceci. Le chef leva son fusil. Dis bonne nuit, Caruso. Elena saisit une bouteille en verre dans le bac de recyclage à côté d'elle et la projeta avec une précision terrifiante. Elle explosa contre la lumière fluorescente directement au-dessus du tueur, plongeant cette section du garage dans l'obscurité. « C'est quoi ce bordel ?» hurla quelqu'un. Elena bougea. Elle ne courut pas comme une barmaid fuyant le danger. Elle courut bas, silencieuse, une ombre fendant les ombres. Le premier homme ne la vit jamais venir. Elle enfonça l'extrémité lourde du tire-bouchon dans le plexus nerveux à la base de son crâne. Il tomba sans un bruit. Elle attrapa son corps qui tombait et le poussa sur le deuxième homme, emmêlant son arme. Des coups de feu explosèrent derrière elle. Dominique, saisissant le chaos, avait tiré 2 fois. 2 tueurs s'effondrèrent, se tenant les jambes. « Derrière nous !» cria quelqu'un. Elena bougeait déjà. Elle plongea sous un fusil qui balayait l'air, faucha les jambes du troisième homme et lui envoya son coude dans la tempe. Il s'écroula. Le chef pivota vers elle, le fusil se levant. « Sale pute !» Il tira. Elena plongea, glissant sur le béton glissant d'huile. La décharge déchira l'air là où sa tête se trouvait un instant plus tôt. Elle finit sa glissade à ses pieds et enfonça la mèche du tire-bouchon à travers le dessus de sa botte, clouant son pied au sol. Son cri résonna dans le garage. Elena se redressa, arracha le fusil de ses mains et lui fracassa la crosse contre la mâchoire. Le craquement de l'os fut plus fort que n'importe quel coup de feu. Silence. Cet homme gisait éparpillé sur le béton, gémissant, inconscient, saignant. Elena se tenait au centre du carnage, la poitrine haletante, sa chemise noire éclaboussée d'huile et de sang. Elle tenait le fusil volé avec une prise trop ferme, trop pratiquée pour une simple barmaid. Dominique Caruso se laissa glisser contre sa Mercedes, la fixant avec des yeux écarquillés. Le choc sur son visage l'emporta un instant sur sa douleur. « Elena !» croassa-t-il, un filet de sang au coin de la bouche. « Qui diable êtes-vous » Elena éjecta le chargeur du fusil, vida la chambre et jeta l'arme de côté. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline retombant, la laissant froide et vide. « Je pense, dit-elle, la voix tremblante, que je vais avoir besoin d'un nouveau travail. » La chute d'adrénaline frappa Elena comme un train de marchandises. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine desserrer ses doigts du tire-bouchon. L'acier était couvert de sang maintenant, chaud et collant contre sa paume. Elle le fixa longuement, sa respiration courte et saccadée. 7 hommes. Elle venait d'abattre 7 hommes armés en moins d'1 minute. Les compétences qu'elle avait enterrées pendant 8 ans. L'entraînement qu'elle avait juré de ne plus jamais utiliser. Tout était revenu en force au moment où le danger était apparu. Comme si la mémoire musculaire se moquait des promesses faites à des pères morts dans des cimetières déserts. Un gémissement la ramena à la réalité. Dominique glissait le long du flanc de sa Mercedes, laissant une traînée de sang sombre sur la peinture argentée. Son visage était devenu gris, la sueur perlait sur son front. Sa main toujours pressée inutilement contre la blessure à son côté. Elena agit sans réfléchir. Elle tomba à genoux à ses côtés, enleva son tablier et le mit en boule pour en faire un tampon épais. « Enlevez votre main », ordonna-t-elle. « Ne touchez pas », commença-t-il faiblement. « Enlevez votre main ou vous allez vous vider de votre sang dans ce parking et tout ce mélodrame de méchant n'aura servi à rien. » Dominique laissa échapper un son qui aurait pu être un rire s'il n'avait pas été aussi chargé de douleur. Il retira sa main. Elena pressa le bandage de fortune fermement contre la plaie. Il siffla entre ses dents, sa tête retombant contre le pneu. Si ça avait touché l'artère fémorale, vous seriez déjà mort, dit Elena, examinant la blessure avec une efficacité pratiquée. On dirait que c'est ressorti au niveau de l'oblique. Vous avez de la chance. On ne dirait pas, croassa Dominique. Des sirènes commencèrent à hurler au loin. Les coups de feu avaient fini par attirer l'attention. Elena releva la tête, calculant.
On doit bouger. Pouvez-vous marcher? Pas à l'hôpital. Dominique lui saisit le poignet. Sa prise était étonnamment forte pour un homme perdant son sang par litre. Pas de flics, pas d'hôpitaux. On vous a tiré dessus, monsieur Caruso. Vous avez besoin d'un médecin. J'ai un médecin. Ses yeux gris s'ancrèrent dans les siens, avec une intensité qui tranchait la douleur. Emmenez-moi au port, entrepôt 7. Pouvez-vous faire ça? Elena le fixa. Chaque partie rationnelle de son cerveau hurlait de le laisser là, de disparaître dans la nuit et de prétendre que rien de tout cela n'était arrivé. Mais elle avait déjà franchi une ligne de non-retour. « Ma voiture est sur le parking du personnel », s'entendit-elle dire. « Pouvez-vous vous lever ?» Amener Dominique jusqu'à sa Honda Civic rouillée fut un exercice de chaos contrôlé. Il était lourd, tout en muscles et poids mort, et il s'obstinait à vouloir marcher seul, comme si sa fierté était plus importante que sa survie. Elena le porta à moitié, le traîna à moitié à travers le garage, ses baskets grinçant sur le béton taché d'huile. Elle le poussa sur le siège passager, juste au moment où des gyrophares bleus commençaient à clignoter à l'entrée du garage. Le moteur toussa 2 fois avant de rugir. Elena passa la marche arrière brusquement, s'échappant par une sortie latérale dans les rues de Chicago trempées par la pluie. Pendant plusieurs minutes, le seul son fut celui des essuie-glaces luttant contre l'averse et la respiration laborieuse de Dominique. Puis il parla. « Qui vous a appris à vous battre comme ça ?» Les articulations d'Elena blanchirent sonnant sur le volant. La question qu'elle redoutait depuis le moment où elle avait jeté cette première bouteille. « Mon père, » dit-elle calmement. « Militaire d'abord, puis contractuel privé. Blackwater. D'autres noms que vous connaissez probablement. Il voulait un fils. Ce n'était pas une question. » La mâchoire d'Elena se crispa. « Il m'a eu à la place. Alors il a fait avec. » Le silence s'étira entre eux, lourd d'une compréhension tacite. « Il a entraîné une arme, » murmura Dominique, sa voix s'affaiblissant alors que la perte de sang l'entraînait vers l'inconscience, et l'a caché dans un bar. Elena ne répondit pas. Elle conduisit simplement plus vite. Les lumières du port se rapprochaient à travers la pluie derrière eux. La vie qu'elle avait construite pendant 8 ans tombait en poussière. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'entrepôt 7 ne ressemblait pas au quartier général de la famille criminelle la plus puissante de Chicago. De l'extérieur, c'était juste une autre carcasse rouillée le long du port, entourée de conteneurs de transport et des cadres squelettiques de grues dormantes. Le genre d'endroit qui semblait abandonné, oublié, invisible. Elena commençait à comprendre que l'invisibilité signifiait quelque chose de différent dans le monde de Dominique Caruso. Elle fit 3 appels de phare, un pari basé sur de vieux films et un espoir désespéré. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis l'énorme porte de la baie commença à s'enrouler vers le haut, révélant un intérieur d'un blanc aveuglant qui contrastait violemment avec l'extérieur crasseux. Elena entra avec la voiture. L'entrepôt se transforma autour d'elle. Des lumières industrielles brillantes, des rangées de voitures de luxe brillant sous des housses de protection, des hommes en costume sur mesure se déplaçant avec une précision militaire, des postes informatiques, des moniteurs de sécurité, une petite armée opérant dans une efficacité parfaite et silencieuse. Avant même qu'elle n'ait pu arrêter la voiture, des armes furent dégainées. Un homme apparut à sa fenêtre, pressant un Glock contre la vitre, avec l'aisance décontractée de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. Il était grand, la quarantaine, avec une cicatrice coupant son sourcil gauche et des yeux qui n'exprimaient aucune chaleur. Les mains sur le volant, aboya-t-il. « Ne bougez pas. Elle est avec moi. » La voix de Dominique n'était qu'un murmure depuis le siège passager, mais elle portait le poids d'une autorité absolue. « Marco, elle m'a sauvé la vie. Cherche le docteur. » L'homme, Marco, ne baissa pas son arme. Ses yeux se tournèrent vers Dominique, notant le sang, la pâleur grise, le bandage de fortune trempé de pourpre. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la douceur,
de la reconnaissance. « Cherchez le docteur Chen !» ordonna Marco par-dessus son épaule. Maintenant. Les minutes suivantes furent un chaos. Des mains sortirent Dominique de la voiture. Une équipe médicale se matérialisa de nulle part, travaillant déjà sur lui alors qu'il se précipitait vers une pièce à l'arrière. Elena restait figée derrière le volant, regardant l'homme qu'elle avait sauvé disparaître dans les profondeurs de l'entrepôt. Puis Marco fut de retour à sa fenêtre. « Sortez de la voiture. » Ce n'était pas une requête. Elena fut escortée. Pas brutalement, mais pas doucement non plus. À travers un dédale de couloirs jusqu'à une pièce qui ne ressemblait en rien à une cellule de prison. Des canapés en cuir, un bureau en acajou, un éclairage tamisé, une salle de bain avec de vraies serviettes. C'était plus beau que son appartement, plus beau que n'importe quel endroit où elle avait vécu ces 5 dernières années. Mais la lourde porte en acier qui se verrouillait de l'extérieur lui indiquait exactement ce qu'était réellement cette pièce. Une cage dorée. Elena s'assit au bord du canapé, fixant ses mains tachées de sang. Le sang de Dominique. Le sang des inconnus qu'elle avait battus jusqu'à l'inconscience sans hésiter. Son propre sang provenant d'une coupure qu'elle ne se souvenait pas avoir reçue. La voix de son père résonnait dans son crâne, surgissant de la tombe comme à chaque fois qu'elle rompait ses promesses. Une fois que tu sors la lame, Elena, tu ne peux jamais la remettre. La vie normale s'arrête. Tu comprends? Elle s'arrête. Elle comprenait maintenant. 8 ans d'anonymat, 8 ans de mauvais pourboire, d'appartements miteux et de faire semblant de n'être personne. Tout cela effacé en 40 secondes de violence. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle avait mis les pieds dans un monde qui ne laissait pas les gens partir. Les heures rampaient. Elena faisait les 100 pas. Elle essaya la porte, verrouillée. Elle considéra la fenêtre, baraudée. Elle pensa à hurler, à exiger des réponses, à jeter des meubles. Au lieu de cela, elle s'assit et attendit parce que c'était ce que faisaient les survivants. 2 heures plus tard, le verrou cliqua. Marco Benedetti se tenait sur le pas de la porte, son expression indéchiffrable. « Il est réveillé, » dit Marco. « Il veut vous voir. » Elena se leva sur des jambes mal assurées. « C'est bon ou mauvais ?» Le visage cicatrisé de Marco ne changea pas. « Avec M. Caruso, » dit-il en s'écartant, « c'est généralement les deux. » L'infirmerie de fortune était plus propre que la plupart des hôpitaux qu'Elena avait vus. Dominique Caruso était assis, calé dans un lit médicalisé, son torse enveloppé de bandages blancs qui ressortaient nettement contre sa peau mate. Des lignes de perfusion serpentaient dans son bras. Des moniteurs bipaient à un rythme régulier, mais ses yeux gris de tempête, étaient parfaitement alertes. Vifs, dangereux. Il lisait un dossier beige. « Elena Maria Vasquez », dit-il sans lever les yeux. Née le 15 mars 1998 à San Diego, Californie. Mère Rosa Vasquez, infirmière diplômée, décédée en 2010. Père Miguel Vasquez, le sang d'Elena se glaça. Delta Force, 2002 à 2011, continua Dominique en tournant une page. Contractuel Blackwater, 2011 à 2018. Diverses opérations militaires privées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Tué par un engin explosif en Syrie en octobre 2019. Il leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent. 3 mois après sa mort, Elena Vasquez a disparu de tous les systèmes. Plus de carte de crédit, pas de réseaux sociaux, pas d'adresse de redirection jusqu'à ce qu'une barmaid correspondant à sa description commence à travailler au Rusty Nail il y a 8 mois. Elena ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Il avait fait ses devoirs. Dominique ferma le dossier et le jeta sur la table de chevet. « Vous fuyez ses ennemis, » dit-il, « ou peut-être ses employeurs. Quoi qu'il en soit, vous vous étiez construit une belle petite vie invisible. Aucune attache, aucune trace, juste un fantôme servant des verres et comptant des pourboires. Je n'ai pas demandé votre biographie de mon traumatisme, dit Elena,
sa voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Pourquoi suis-je ici ? Parce que vous n'êtes plus invisible. » Dominique se pencha en avant, grimaçant légèrement sous l'effet du mouvement. « L'un des hommes que vous avez laissé respirer dans ce garage a parlé avant de mourir. Marchetti sait que vous m'avez aidé. Il a votre plaque d'immatriculation, votre description, probablement déjà votre adresse. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Son appartement, ses affaires, la petite vie fragile qu'elle avait bâtie à partir de rien, disparut. « J'ai sauvé votre vie, » dit Elena calmement. « Et voici la conséquence. C'est la réalité. » La voix de Dominique ne contenait aucune excuse. « Vous avez mis tes pieds dans une guerre, Elena. Par les lois de ce monde, vous êtes une combattante maintenant. Vous ne pouvez pas retourner à votre appartement. Vous ne pouvez pas retourner au bar. Cette femme est morte. » Elena recula jusqu'à ce que ses épaules frappent le mur. La pièce parut soudain trop petite, l'air trop rare. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ? Disparaître à nouveau ? Tout recommencer dans une autre ville ? Vous pourriez essayer. » Dominique haussa les épaules, puis grimaça de douleur. Mais Marchetti a la mémoire longue et le bras plus long encore. Il a déjà mis un prix sur votre tête. 75 000 $ pour la barmaid qui s'est interposée. Vous ne tiendrez pas un mois. Le silence s'installa entre eux, lourd et étouffant. Cependant, continua Dominique, je paie mes dettes. Vous avez sauvé ma vie. Je protège la vôtre. Il désigna la chaise à côté de son lit. Travaillez pour moi. Sécurité personnelle. Vous avez manifestement les compétences. Elena rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Travaillez pour la mafia. C'est votre solution. Vous ne travailleriez pas pour la mafia. Les yeux de Dominique s'ancrèrent dans les siens, avec une intensité qui lui fit picoter la peau. Vous travailleriez pour moi. Il y a une différence. Ah bon ? La différence est que je suis la seule personne dans cette ville capable de vous garder en vie. Il pointa à nouveau la chaise. Asseyez-vous. Négocions les termes. Elena regarda la porte, puis la fenêtre, puis l'homme dans le lit qui venait calmement d'expliquer que sa vie entière avait été effacée en une seule nuit. Le diable qu'elle connaissait ou l'obscurité qu'elle ignorait. Elle marcha vers la chaise et s'assit. « Je veux une assurance dentaire, » dit-elle platement. « Couverture complète et vision. » Dominique Caruso la fixa longuement. Puis il rit. Ce n'était pas un ricanement poli ou une réponse calculée. C'était un vrai rire, profond et inattendu. Le son d'une surprise authentique de la part d'un homme qui n'avait probablement pas été surpris depuis des années. « Accordé, » dit-il, souriant encore. « Bienvenue dans la famille. Elena. » La transition entre Elena la barmaid et Elena l'atout ne se fit pas en douceur. Ce fut une collision. Le domaine Caruso se trouvait sur une falaise à Lake Forest, à 40 minutes au nord du chaos de Chicago. C'était une forteresse de verre et d'acier qui s'avançait sur le lac Michigan comme la proue d'un navire. Tout n'était qu'angle vif et beauté froide, le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines d'architecture et les cauchemars sur la richesse. Une douche à effet pluie et des planchers, une douche à effet pluie et des planchers chauffants. Le placard était rempli de vêtements exactement à sa taille, étiquettes encore attachées, allant du décontracté au formel, jusqu'au tactique. « Comment connaît-il mes mensurations ?» avait demandé Elena à Marco le premier matin. « Monsieur Caruso est très observateur », répondit Marco, le visage masqué d'une indifférence professionnelle. « Et nous avons récupéré votre ancien uniforme pour référence. » Elena ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise du lac. Ils étaient allés à son appartement. Ils avaient touché ses affaires. Ils l'avaient effacé. À la fin du premier jour, elle apprit toute l'étendue de l'effacement. Son appartement avait été nettoyé, ce qui signifiait vidé et récuré de toute preuve qu'elle ait jamais existé. Sa Honda Civic n'était plus qu'un cube de métal écrasé dans une casse. Ses registres d'emploi au Rusty Nail indiquaient qu'elle avait démissionné sans préavis. Et quelque part dans le système,
Elena Vasquez avait officiellement déménagé au Texas pour s'occuper d'une grand-mère malade qui n'existait pas. Son ancienne vie n'était pas seulement finie, elle avait été supprimée. Les 3 premiers jours furent un flou de test. Marco Benedetti, s'avéra-t-il, était plus que le bras droit de Dominique. Il était le gardien, l'homme qui décidait si Elena était un atout ou un handicap. Ils s'entraînèrent dans la salle de sport du sous-sol, une installation de pointe qui sentait le tapis de caoutchouc et la vieille sueur. Marco était bon, entraînement militaire, manifestement, efficace et brutal. Mais Elena était meilleure. Le 2e jour, elle remarqua qu'il favorisait sa jambe gauche. Une légère hésitation quand il pivotait, un micro-tressaillement quand il poussait trop fort. Elle n'en profita pas. Pas encore. Elle le nota simplement dans un coin de sa tête. « Shrapnel » demanda-t-elle pendant une pause haut. Les yeux de Marco se plissèrent. « Fallujah 2004, comment avez-vous su ?»« Vous compensez avec votre hanche quand vous tournez à gauche. Mon père avait la même blessure. Guerre différente, même boiterie. » Marco la fixa longuement. Puis quelque chose changea dans son visage balafré. Pas de la chaleur exactement, mais la première fissure dans son armure de suspicion. « Vous êtes bonne, admit-il. Meilleure que la plupart des hommes que j'ai entraînés. »« Je sais, » dit Elena simplement. Depuis la fenêtre d'observation au-dessus de la salle de sport, Dominique Caruso les regardait s'entraîner. Il aurait dû se reposer. Le docteur Chen avait ordonné le repos au lit pendant au moins 1 semaine. Mais Dominique n'avait jamais été doué pour suivre les ordres, surtout les siens. Il regardait Elena bouger. Rapide, précise, mortelle. Il avait trouvé quelque chose de rare dans ce parking, une arme qui avait choisi de le sauver au lieu de s'en aller. Maintenant, il devait juste trouver quoi faire d'elle. Le gala annuel de la Chicago Arts Foundation n'était pas seulement un événement caritatif, c'était un champ de bataille déguisé en champagne et diamants. L'Art Institute of Chicago scintillait comme un écrin à bijoux ce soir-là. Ces grandes salles étaient remplies de l'élite de la ville. Les politiciens côtoyaient les gestionnaires de fonds spéculatifs. Les mondains s'embrassaient sur la joue avec les femmes de mafieux. Et quelque part dans l'ombre, des marchés étaient conclus qui n'apparaîtraient jamais sur une déclaration d'impôt. Terrain neutre, c'est ainsi que Marco l'avait appelé. Un endroit où les ennemis se sourient et reportent leurs meurtres au lundi. Elena ne s'était jamais sentie aussi déplacée de sa vie. La robe était en soie noire, longue jusqu'au sol, épousant son corps comme une seconde peau. Le dos était nu, exposant les muscles fins de ses épaules et de sa colonne vertébrale. La fente montait dangereusement haut sur sa cuisse gauche, pas pour la mode, mais pour la fonction. Un Glock 19 compact était sanglé sur sa jambe, caché mais accessible. Elle descendit le grand escalier du domaine, ses talons claquant contre le marbre à chaque pas. La robe bougeait comme une ombre liquide autour de ses jambes. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant qui lui avait pris 45 minutes et 3 tutoriels YouTube pour être réalisés. Dominique l'attendait dans le foyer. Il se tourna en entendant ses pas et s'arrêta. L'expression sur son visage était quelque chose qu'Elena n'avait jamais vu auparavant. Ses yeux gris s'assombrirent, suivant son mouvement dans l'escalier, avec une intensité qui rendit l'air pesant. Ce n'était pas l'évaluation calculatrice à laquelle elle s'était habituée. C'était quelque chose de brut, de plus affamé, de possessif. « Vous avez l'air. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Adéquate. » Elena haussa un sourcil. « Adéquate ?» Le coin de sa bouche tressaillit. « Belle. Vous êtes magnifique, Elena. » J'essayais de ne pas le dire. « Pourquoi ? Parce que ça complique les choses. » Elena atteignit le bas des escaliers, se tenant assez près pour capter le parfum de son eau de Cologne, bois de santal et quelque chose de plus sombre en dessous. « Je ne peux pas courir avec des talons aussi hauts, » dit-elle, détournant le sujet. « Si quelque chose arrive, vous n'aurez pas besoin de courir. » Dominique fit un pas de plus,
sa voix tombant à un murmure. « Vous avez juste besoin de rester à mes côtés et d'avoir l'air à votre place. Pouvez-vous faire ça? Et si quelqu'un essaie de vous tirer dessus, alors vous aurez mérité votre assurance dentaire. » Il lui offrit son bras. Elena le prit. Le gala était un assaut sensoriel, des lustres en cristal projetant une lumière prismatique sur les sols en marbre. Un quatuor à cordes jouant quelque chose de classique et d'oubliable. Le tintement des flûtes à champagne et le faible bourdonnement de conversation valant des millions de dollars. Elena catalogua tout. Le serveur près des monnaies dont la veste était trop serrée aux épaules. Port d'armes dissimulées. Le sénateur de l'État riant trop fort avec une femme ayant la moitié de l'âge de la sienne. Liaison. Probablement photographiée par quelqu'un pour s'en servir de levier. Le service de sécurité à l'entrée est des professionnels, pas du personnel d'événement. Elle avait passé des années à être invisible. Maintenant, elle utilisait cette compétence pour voir tout ce que les autres manquaient. Puis, l'atmosphère changea. La foule s'écarta comme la mer Rouge et Tony Marchetti entra. Il était plus vieux que ce à quoi Elena s'attendait. La quarantaine, avec des cheveux argentés gominés en arrière et un sourire qui semblait avoir été pratiqué devant un miroir. Des bagues en or brillaient sur ses doigts épais. Son costume était cher mais de mauvais goût, trop brillant, trop serré, criant l'argent récent et la violence ancienne. 4 gardes du corps l'escortaient, comme des chiens d'attaque en laisse. Marchetti marcha directement vers eux. « Dominique !» Le nom était une salutation et une insulte enroulées ensemble. « J'ai entendu dire que tu avais eu des ennuis la semaine dernière. Problème de voiture, c'est ça ?» Le bras de Dominique se tendit sous la main d'Elena, mais son visage resta parfaitement calme. « En passant, juste quelques vermines dans mon garage, » répondit-il froidement. L'exterminateur s'en est occupé. Les yeux de Marchetti glissèrent vers Elena. Il la regarda de haut en bas avec un mépris non dissimulé. La façon dont les hommes de son genre regardaient toujours les femmes. Des objets à évaluer et à rejeter. « Jolie !» ricana-t-il. « C'est elle l'exterminatrice, ou juste la décoration ?» L'ancienne Elena aurait baissé les yeux, serait restée silencieuse, aurait été invisible. La nouvelle Elena sourit. « C'est moi qui sors les poubelles, » dit-elle, sa voix portant juste assez loin. « Des ordures comme vous. » Une onde de choc parcourut le cercle de gens à proximité. On ne parlait pas à Tony Marchetti de cette façon. Pas si on voulait continuer à respirer. Le sourire de Marchetti disparut. Ses yeux se plissèrent en quelque chose de reptilien. « Fais attention, ma petite. Les jolies choses se brisent facilement. » Dominique bougea, un pas fluide qui plaça son corps entre Elena et Marchetti, un mur de fureur contrôlée. « Touche-la, Marchetti. » Sa voix était douce, mortelle. « Et je n'enverrai pas une escouade de tueurs. Je viendrai chez toi moi-même. Je m'assierai avec ta femme, tes enfants, et je leur expliquerai exactement quel genre d'homme tu étais. » La menace plana dans l'air comme du poison. Marchetti soutint le regard de Dominique pendant un long moment. Puis il rit, un son creux et laid. « Passez une bonne soirée, Caruso. La nuit est jeune. » Il s'éloigna, son entourage le suivant comme des ombres. Elena relâcha une respiration qu'elle ne s'était pas rendu compte retenir. Son cœur tambourinait contre ses côtes, mais ses mains étaient fermes. « Vous n'auriez pas dû dire ça, » murmura Dominique, sans la regarder. « Il m'a insulté. » Il a insulté des gens qui sont maintenant enterrés au fond du lac Michigan. La main de Dominique trouva le bas de son dos, chaude et ferme. Mais j'admets que voir sa tête en valait le risque. Elena faillit sourire. Faillit. La confrontation avec Marchetti laissa un résidu dans l'air, une tension électrique qui suivait Dominique et Elena alors qu'ils se déplaçaient dans le gala. Les gens s'écartaient devant eux maintenant, des chuchotements traînant dans leur sillage comme de la fumée. Les sens d'Elena étaient en état d'alerte maximale. Chaque visage était une menace potentielle. Chaque mouvement était catalogué et analysé. Ils venaient d'atteindre le bord de la salle de bal principale quand un serveur s'approcha. « Champagne, monsieur. »
Il était jeune, la vingtaine, avec un visage oubliable et un uniforme blanc impeccable. Il tendit un plateau d'argent avec une seule flûte en cristal, le liquide doré captant la lumière des lustres. Dominique tendit la main vers le verre. La main d'Helena jaillit, lui saisissant le poignet. « Ne le prenez pas. » Dominique se figea, ses yeux gris se braquant sur son visage. Le sourire du serveur vacilla. « Quelque chose ne va pas, mademoiselle ?» Helena ne le regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur ses mains. Sa main gauche tenait le plateau. Sa main droite pendait à son côté, les doigts s'agitant de façon presque imperceptible. « Le plateau » dit-elle doucement à Dominique. « Il le tient de la main gauche. » Or, quand il s'est approché pour la première fois, il le portait de la droite. Je l'ai vu vérifier sa montre plus tôt. Poignet droit, il est gaucher. Non, il est droitier. La voix d'Helena tomba à un murmure. Il a changé de main pour vous passer le verre. Il ne voulait pas toucher le rebord. Le visage du serveur devint pâle l'espace d'un battement de cœur. Personne ne bougea. Puis, le serveur détala. Il fit 3 pas avant que Marco ne se matérialise de nulle part, l'interceptant d'un coup d'avant-bras qui l'envoya s'écraser sur le sol en marbre. Le plateau d'argent retentit sur le sol, le champagne se répandant comme de l'or liquide. Le gala continuait autour d'eux, inconscient. La musique jouait, les rires résonnaient. Les gens magnifiques étaient trop absorbés par leur propre performance pour remarquer la violence qui se déroulait dans le coin. Marco traîna le serveur qui se débattait derrière une porte de service. Helena et Dominique suivirent. Dans le couloir étroit, Marco plaqua l'homme contre le mur et le fouilla avec une efficacité brutale. En quelques secondes, il sortit une petite fiole en verre de la poche du serveur. « Digitaline », dit Marco, la tenant vers la lumière, assez concentré pour arrêter un cœur en 30 secondes. « Qui t'a envoyé ?» La voix de Dominique était calme, terrifiantement calme. Le serveur tremblait maintenant, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas. Je le jure. Je ne sais pas. Un homme m'a payé $5000. Il a dit que ça vous rendrait juste malade. Je ne savais pas que ce serait. Il est inutile. » La main de Marco se déplaça vers son holster. « Laisse-le, » ordonna Dominique. « Appelle la police. Laisse-les s'en occuper. Nous n'avons pas besoin de plus de cadavres ce soir. » Marco hocha la tête et traîna le serveur en sanglots plus loin. Le silence s'installa dans le couloir. Dominique fixa la flûte de champagne toujours posée sur le plateau tombé. Des bulles remontaient à travers le liquide empoisonné comme de minuscules prières pour les morts. Puis il regarda Helena. Le calcul était de retour dans ses yeux. Mais il y avait autre chose maintenant. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. « C'est la 2e fois, » dit-il doucement. « 2 fois que vous me sauvez la vie. Vous commencez à avoir une sacrée note chez moi, Caruso. Je paye toujours mes dettes. » Il fit un pas de plus, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. « Sortons d'ici. Je veux vous montrer exactement comment je compte vous rembourser. » Helena eut le souffle coupé. La façon dont il la regardait lui donnait l'impression que sa peau était trop serrée, trop chaude. Elle hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Ils marchèrent vers la sortie, la main de Dominique posée au bas de son dos. Le gala tourbillonnait autour d'eux, ignorant à quel point la mort était passée près dans un verre de champagne. Mais au bord de la foule, Helena vit quelque chose qui lui glaça le sang. Sal Romano, l'un des lieutenants de Dominique, se tenait près du vestiaire. Elle l'avait vu plus tôt rire avec Marco, plaisanter avec l'équipe de sécurité. Un homme de confiance, un soldat loyal. Il regardait à travers la salle en direction de Tony Marchetti. Et alors qu'Helena observait, Sal fit un léger signe de tête. Marchetti répondit d'un hochement. C'était subtil, à peine un mouvement, le genre de signal qui serait invisible pour quiconque n'est pas entraîné à le voir. Mais Helena l'avait vu. La menace ne venait pas de l'extérieur. Ce n'étaient pas les tueurs à gages de Marchetti ou des assassins anonymes. C'était à l'intérieur de la maison. Quelqu'un de proche de Dominique donnait des informations à ses ennemis, et Helena venait de les voir communiquer.
Le trajet de retour vers le domaine fut chargé d'un silence électrique. Elena était assise sur le siège passager de l'escalade blindée. Son esprit tournait à plein régime autour de ce qu'elle avait vu. Sal Romano, le signe de tête, l'acquiescement de Marchetti. Elle devrait le dire à Dominique maintenant, devrait le prévenir qu'il y avait un serpent dans son jardin. Mais quelque chose la retenait. Elle avait besoin de plus de preuves, de certitudes. Accuser l'un des hommes de confiance de Dominique sans preuve la ferait paraître paranoïaque, ou, pire, comme si elle jouait son propre jeu. Elle resta donc silencieuse, regardant l'horizon de Chicago défiler derrière les vitres teintées. Lorsqu'ils arrivèrent au Penthouse, Dominique congédia le service de sécurité d'un geste de la main. « Laissez-nous. Je ne veux pas être dérangé. » Les gardes échangèrent des regards, mais obéirent sans poser de questions. Les lourdes portes se refermèrent derrière eux, et soudain, Elena fut seule avec Dominique Caruso dans sa forteresse de verre au-dessus de la ville. Le Penthouse n'était qu'angle vif et surface froide. Les fenêtres du sol au plafond surplombaient le lac Michigan, l'eau noire et infinie sous le ciel nocturne. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles tombées au loin. Dominique desserra sa cravate, jetant sa veste sur le canapé en cuir. Il se dirigea vers le bar et versa 2 verres de whisky. Du vrai cristal, du scotch onéreux. Il entendit un à Elena, leurs doigts se frôlèrent. Aucun d'eux ne s'écarta. « Pourquoi êtes-vous resté ?» demanda Dominique, sa voix basse. Elena prit une gorgée, laissant la brûlure la distraire de l'intensité de son regard. « Que voulez-vous dire ? Cette première nuit dans le garage, vous auriez pu courir. Non. Vous auriez pu les laisser me tuer et partir. Personne n'aurait su. » Il s'approcha. « Pourquoi êtes-vous resté ?» Elena fixa son verre. Le liquide ambré tremblait légèrement, trahissant l'assurance qu'elle essayait de projeter. « J'étais fatiguée de courir, » dit-elle enfin. 8 ans à n'être personne. 8 ans à me cacher à la vue de tous, en prétendant être moins que ce que je suis. Elle leva les yeux vers lui. Peut-être que j'en avais assez d'être invisible. Dominique posa son verre. Il avança vers elle avec la lenteur délibérée d'un prédateur, chaque pas réduisant la distance entre eux. « Je vous vois, Elena. » Sa main se leva pour encadrer son visage, son pouce traçant la ligne de sa pommette. Son contact était chaud, doux, complètement en décalage avec la violence dont elle savait ses mains capables. « Je vois le feu, » murmura-t-il. « Je vois le soldat. Je vois la femme sous tous ces murs que vous avez bâtis. » Elena eut le souffle coupé. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Chaque instinct lui hurlait de s'écarter, de maintenir la distance professionnelle qui la gardait en sécurité. Au lieu de cela, elle s'abandonna à son contact. « C'est une très mauvaise idée, » chuchota-t-elle. « La pire, admit-il. » Il l'embrassa. Ce n'était pas doux, ce n'était pas hésitant. C'était désespéré, alimenté par l'adrénaline et la proximité de la mort, et le danger enivrant de vouloir quelque chose d'interdit. Elena répondit à son baiser, ses mains se crispant sur sa chemise, l'attirant plus près. Pendant un instant parfait, la guerre à l'extérieur n'existait plus. Puis Elena l'entendit. Un léger clic, presque inaudible. Le son d'un verrou magnétique qui se désengage. Son corps réagit avant même que son esprit ne puisse suivre. Elle poussa Dominique violemment, le faisant reculer juste au moment où la fenêtre derrière eux explosait. La balle passa à travers l'espace où sa tête se trouvait, un battement de cœur plus tôt. Le verre tomba comme des confettis mortels. Elena plongea au sol, entraînant Dominique derrière le lourd bureau en chêne, alors que d'autres coups de feu perforaient les fenêtres. Chaque impact était un coup de tonnerre dans l'espace clos. « Ils sont à l'intérieur !» cria Elena par-dessus les tirs. « Les verrous sont forcés !» Les lumières s'éteignirent. Les rouges d'urgence se mirent à clignoter, baignant tout d'une lueur sanglante. Dominique sortit une arme de poing de sous le bureau, son visage un masque de fureur froide. « Mon système de sécurité est câblé. Il ne peut pas être piraté de l'extérieur. »
Alors quelqu'un a ouvert la porte de l'intérieur. Elena croisa son regard à travers l'obscurité pourpre. Sale, je l'ai vu faire signe à Marchetti au gala. Un signe de tête, un acquiescement. Il les a informés. La mâchoire de Dominique se crispa. 10 ans. Sale était avec lui depuis 10 ans. Mais il n'y avait pas de temps pour laisser la trahison s'installer. La porte du bureau vola en éclats, et des hommes en équipement tactique s'y engouffrèrent. Ce n'étaient pas des voyous de rue avec des armes bon marché et un entraînement bâclé. C'étaient des professionnels. Ils se déplaçaient en formation parfaite. Des lampes tactiques tranchaient la lueur rouge d'urgence. Leurs armes balayaient la pièce avec une efficacité pratiquée. Protection corporelle, vision nocturne, équipement de grade militaire. Quelqu'un avait investi sérieusement dans cette équipe de tueurs. Elena tira 2 fois de derrière le bureau, forçant l'homme de tête à s'abriter. Dominique se redressa à ses côtés, son beretta aboyant 3 fois en succession rapide. L'un des assaillants tomba, se tenant l'épaule. « Combien » cria Dominique par-dessus les coups de feu. Elena risqua un regard. 6 dans la pièce, plus dans le couloir. Les balles dévoraient le bureau en chaîne, des éclats volant comme des shrapnels de bois. Ils étaient en train d'être contournés. Encore 30 secondes et ils seraient encerclés. « L'ascenseur » demanda Elena. « Compromis. »« Les escaliers. » Ils sont venus par les escaliers. « Le toit, l'héliport. » Ils auront des hommes pour couvrir ça. L'esprit d'Elena parcourait les options. La salle de panique était un piège mortel. Si l'ennemi contrôlait le bâtiment, il n'aurait qu'à attendre ou à pomper du gaz. Chaque sortie conventionnelle était bloquée. Il ne restait que l'inconventionnel. « Les fenêtres, » dit Elena. « On saute. » Dominique la fixa comme si elle avait perdu la tête. « On est au 3e étage, Elena. 3 étages au-dessus d'une falaise qui tombe droit dans le lac Michigan. Pas droit en bas. Il y a une terrasse sous nous, avec un toit en pente. On le frappe, on glisse, on rattrape le bord, on descend. C'est de la folie. En même temps, c'est la survie. » Une grenade roula par l'entrée. « Bouge !» Elena saisit le bras de Dominique et sprinta vers la baie vitrée de l'autre côté de la pièce. Ils tirèrent simultanément sur les coins de la vitre, frappant les points de tension, là où les panneaux renforcés étaient les plus faibles. Le verre se fissura, se fendilla en toile d'araignée, mais tint bon. Elena ne ralentit pas. Elle saisit une lourde sculpture en fer sur une table d'appoint et la projeta contre la vitre fragilisée. Le verre explosa vers l'extérieur, juste au moment où la grenade détonnait derrière eux. L'onde de choc frappa Elena comme le poing d'un géant, la soulevant de terre et la projetant à travers la fenêtre brisée dans le vide. Air froid, obscurité, le fracas de l'explosion se mélangeant au sifflement du vent, puis l'impact. Elena frappa durement le toit en pente de la terrasse inférieure, son épaule encaissant le plus gros de la chute. La douleur explosa dans son corps, mais elle glissait déjà, les tuiles lisses n'offrant aucune prise. Elle se tordit, griffant la surface, ses ongles raclant inutilement la pierre. Le bord se précipitait vers elle. Sa main attrapa la gouttière à la toute dernière seconde. Son bras se tordit dans son articulation avec un craquement écœurant. Elle hurla, mais tint bon. Dominique glissa devant elle. Le temps ralentit. Elena vit ses yeux s'écarquiller, vit sa main chercher la sienne, le vit basculer par-dessus le bord dans l'obscurité vide. Elle lâcha une main de la gouttière et lui saisit le poignet. Le poids faillit lui arracher le bras du corps. Dominique pendait 3 étages au-dessus des rochers et des eaux tumultueuses du lac Michigan, son existence entière dépendant de la prise d'Elena. « Lâche !» cria-t-il par-dessus le vent. « Tu ne peux pas me tenir. Tu vas tomber. Ferme-la !» Le visage d'Elena était contracté par l'effort, des larmes de douleur coulant sur ses joues. « Je ne vais pas perdre mon assurance dentaire. » Elle tira. Chaque muscle de son corps hurlait sa protestation. La gouttière gémissait sous leur poids combiné, les boulons forçant contre le bois. Centimètre par centimètre agonisant, elle le hissa.
La main libre de Dominique trouva le rebord du toit. Il se rétablit, roulant sur l'ardoise à ses côtés. Pendant un moment, ils restèrent tous deux allongés là, haletants, fixant le Pentouse qui était maintenant totalement envahi par les flammes. « Vous êtes folle », Dominique haletait. « Vous m'avez embauché. » Il ne pouvait pas rester. L'incendie attirerait les services d'urgence, et les hommes de salle fouilleraient les lieux. Elena se força à bouger. Son épaule hurlait sa douleur, probablement démise, mais elle écarta la souffrance. Ils descendirent par un treillis couvert de vignes d'hiver mortes, se laissant tomber dans les jardins entretenus derrière le domaine. Le manoir brûlait au-dessus d'eux. Des flammes oranges léchant le ciel nocturne, une fumée noire masquant les étoiles. Tout ce que Dominique avait construit. Sa maison, sa forteresse, tout était parti. Mais ils étaient vivants. Elena saisit sa main dans l'obscurité, et ensemble ils coururent, disparaissant dans les ombres du domaine de Lake Forest, alors que les sirènes commençaient à hurler au loin. Ils atteignirent le garage détaché par le jardin du personnel, restant bas dans les ombres. L'épaule d'Elena lançait à chaque battement de cœur, l'articulation grinçant de manière contre nature. Elle l'avait remise en place contre un tronc d'arbre, mordant son propre poing pour s'empêcher de hurler. Elle aurait besoin de vrais soins médicaux bientôt, mais le bientôt était un luxe qu'ils n'avaient pas. Le garage abritait la collection de Dominique. Même dans l'obscurité, Elena pouvait distinguer les silhouettes de machines coûteuses. Des Ferrari, des Bentley, une Lamborghini qui coûtait probablement plus que les revenus de toute sa vie. « Les clés sont sur le système électronique », dit Dominique sombrement. « Sal y a accès. On est piégé. » « Pas tout à fait. » Dominique se dirigea vers le fond du garage, passant devant les rutilants véhicules modernes pour aller vers quelque chose de plus vieux, quelque chose qui ne semblait pas à sa place parmi les exotiques italiennes. Une Ford Mustang Boss 429 de 1970, noire comme minuit, les accents chromés ternis par l'âge, posée sur le béton comme un prédateur endormi. Elle était belle d'une manière brutale et honnête que les autres voitures ne pouvaient égaler. « Celle de mon père », dit Dominique doucement. « Il l'a achetée l'année de ma naissance. Elle est entièrement mécanique. Pas de puce, pas d'allumage électronique, pas de télécommande. Pas de clé non plus, observa Elena. « Pouvez-vous la démarrer ?» Elena se glissait déjà sur le siège conducteur. Elle passa la main sous le tableau de bord, cherchant les fils dont elle avait besoin. Ses doigts les trouvèrent dans l'obscurité. Mémoire musculaire d'une enfance passée à apprendre des compétences qu'aucun enfant ne devrait connaître. Mon père croyait en l'éducation pratique, marmonna-t-elle, dénudant l'isolant avec ses ongles. Les autres gamins apprenaient le piano. Moi, j'apprenais à voler des voitures et à démonter des fusils. Étincelle. Connexion. La Mustang rugit, son moteur étant un grondement tonitruant qui fit vibrer les murs du garage. 29 secondes. Des phares brillèrent à l'extérieur. Des cris! La porte du garage commença à glisser vers le bas, les enfermant à l'intérieur. « Ils nous ont trouvés !» hurla Elena. Dominique était déjà sur le siège passager. « Roule !» Elena passa la vitesse brusquement. Les pneus de la Mustang hurlèrent sur le béton, le moteur massif les projetant en avant comme une balle de fusil. Ils frappèrent la porte du garage qui se fermait à 60 km/h. Le bois explosa autour d'eux. Le métal grimaça. Le pare-brise se fissura, mais tint bon. Des balles firent des étincelles sur le coffre alors qu'ils dévalaient en l'allée. Le manoir en flammes devenant plus petit dans le rétroviseur. La pluie commença à tomber. De lourds rideaux qui floutèrent la route devant eux. Elena écrasa l'accélérateur au plancher, slalomant à travers les routes privées du domaine jusqu'à atteindre l'autoroute principale vers le nord. Pendant plusieurs kilomètres, aucun d'eux ne parla. Les seuls sons étaient le grondement du moteur, le rythme des essuie-glaces et l'évanouissement lointain des sirènes. Enfin, Elena tendit la main
et posa la sienne sur celle de Dominique, là où elle reposait sur le levier de vitesse. Ses doigts étaient froids, tremblant légèrement, non de peur, mais d'une rage à peine contenue. Il retourna sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. La prise était serrée, presque douloureuse. « Où va-t-on » demanda Helena doucement. Dominique fixait droit devant lui, sa mâchoire si serrée qu'elle pouvait voir les muscles tressaillir sous sa peau. « Ma famille a une cabane au fin fond du Wisconsin. Pas d'électronique, pas de suivi satellite, hors de tout réseau existant. » Sa voix était plate, vidée de tout, sauf d'un but froid. « On va là-bas. On guérit. » Et puis il la regarda, et ses yeux gris contenaient quelque chose de terrifiant à la lumière du tableau de bord. Pas de la colère, quelque chose au-delà, la certitude absolue d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Et ensuite, on revient, et on les tue tous. Helena regarda l'obscurité striée de pluie défiler. « D'accord, dit-elle calmement, on les tue tous. » Mais à mesure que les kilomètres disparaissaient sous eux, l'esprit d'Helena continuait de tourner autour d'une seule vérité. Sal Romano était un suiveur, un chien. Il n'avait ni l'intelligence, ni l'ambition d'orchestrer quelque chose d'aussi sophistiqué. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Quelqu'un qui connaissait les codes de sécurité de Dominique. Quelqu'un qui connaissait la disposition de la maison, les horaires de patrouille, les vulnérabilités. Quelqu'un de très proche. Et Helena avait le pressentiment écœurant de savoir exactement de qui il s'agissait. La cabane était un fantôme caché dans la nature, à 60 km de l'autoroute principale, au cœur gelé des forêts du nord du Wisconsin. Elle était invisible pour l'imagerie satellite grâce à la canopée dense de pins anciens. Pas d'adresse, pas de boîte aux lettres, aucune preuve de son existence, excepté une piste de terre qui disparaissait dans la forêt comme un secret. Helena gara la Mustang dans une grange délabrée, le moteur cliquetant en refroidissant dans le silence. Le son était englouti par le calme absolu des bois. Un silence si complet qu'il ressemblait à une pression contre les tympans. À l'intérieur, ordonna Dominique, la voix serrée par la douleur, avant que l'hypothermie ne s'installe. La cabane était glaciale, intacte depuis des mois. Helena bougea avec l'efficacité d'un soldat, allumant le poêle à bois, trouvant le générateur caché à l'arrière, forçant les lumières à vaciller. Puis elle pilla les fournitures d'urgence sous les lattes du plancher et s'occupa de Dominique. Sa blessure par balle originelle s'était rouverte pendant leur fuite. Le sang imbibait sa chemise, se mélangeant à des dizaines de coupures causées par la fenêtre brisée. Des fragments de verre brillaient à la lumière du feu comme des diamants incrustés. « Ça va faire mal », prévint Helena, tenant une bouteille d'iode et un kit de suture. Dominique déboutonna sa chemise ruinée sans se plaindre. « Allez-y. » Elle travailla dans un silence concentré, nettoyant chaque plaie, extrayant le verre avec une pince, recousant la chair déchirée d'une main sûre. Dominique ne hurla pas. Il respirait à peine. Seules les cordes de muscles saillants dans son cou trahissaient son agonie. « Vos mains » croassa-t-il, observant son visage, alors qu'elle faisait le dernier nœud de suture. On dirait celle d'un chirurgien. Helena fixa le bandage, ses doigts doux malgré leur callosité. Ma mère était infirmière. Elle m'a appris à guérir. Elle marqua une pause, une ombre traversant ses traits. Mon père m'a appris à blesser. Je suppose que je suis l'équilibre parfait. Pendant 2 jours, le monde extérieur cessa d'exister. Ils mangèrent des pêches en conserve et du bœuf séché, burent du café instantané qui avait le goût du désespoir. Ils dormaient à tour de rôle, l'un surveillant toujours les fenêtres, bien que personne ne soit venu. La neige tombait régulièrement, effaçant leurs traces, les enterrant dans un silence blanc. Le 2e soir, Helena trouva Dominique assis près du feu, nettoyant un Glock 19 qu'il avait récupéré dans un compartiment caché. Les flammes peignaient des ombres sur son visage, soulignant l'épuisement qu'il cachait si bien d'habitude. Elle s'assit à ses côtés sur le tapis usé, assez près pour que leurs épaules se touchent.
Parlez-moi, dit-elle doucement. De votre famille. Dominique resta silencieux un long moment, ses mains immobiles sur l'arme démontée. Mon grand-père a bâti l'Empire, finit-il par dire. Du sang et des balles, à l'ancienne. Il contrôlait tout au sud de la rivière avant ses 40 ans. Et votre père? Mort quand j'avais 12 ans. Une voiture piégée. Sa mâchoire se crispa. Ils n'ont jamais trouvé qui avait fait le coup. J'ai mes soupçons maintenant. Helena attendit. Mon oncle Vincent a pris la relève après ça. Il a dirigé les affaires jusqu'à ce que je sois assez vieux pour hériter. Puis, il s'est retiré, a pris du recul, m'a laissé le trône. Dominique eut un rire amer. Je pensais qu'il était généreux, qu'il passait le flambeau à la génération suivante. Mais il ne l'était pas. Il attendait, me regardant essayer de légitimer les affaires, nous orienter vers la construction, le transport, la technologie, l'argent propre plutôt que sale. Dominique la regarda, la lumière du feu se reflétant dans ses yeux gris. Vincent regrette le bon vieux temps. La drogue, le trafic, l'argent facile qui venait avec les cadavres faciles. Helena posa sa main sur son épaule, sentant la tension enroulée sous sa peau. Il m'a sapé pendant des années, continua Dominique. Je ne voulais juste pas le voir. Je ne voulais pas croire que mon propre sang... Sa voix se brisa. Juste un peu, juste assez. Helena comprenait ce genre de trahison, celle qui coupe plus profondément que n'importe quel couteau, parce qu'elle vient des gens qui sont censés vous protéger. Elle tourna son visage vers elle d'un geste doux. On le lui fera payer, chuchota-t-elle. Ensemble. Dominique la regarda vraiment, et quelque chose changea dans son expression. Le calcul s'effaça. Les murs tombèrent. Ce qui restait était brut, vulnérable et terriblement humain. Il l'embrassa. Cette fois, ce n'était pas désespéré ou alimenté par l'adrénaline. C'était lent, délibéré, une promesse scellée à la lueur du feu et dans la douleur partagée. Helena répondit à son baiser, ses mains trouvant son visage, son cou, l'attirant plus près. La guerre pouvait attendre jusqu'au matin. Ce soir, ils avaient ceci. Le matin vint, gris et froid, la neige tombant toujours en spirale paresseuse devant les fenêtres de la cabane. Helena se réveilla pour trouver Dominique déjà debout, assis à la table en bois brut, avec une carte de Chicago étalée devant lui. Ses blessures ne saignaient plus, mais les lignes de douleur autour de ses yeux lui disaient qu'il était loin d'être guéri. Elle versa 2 tasses de café instantané amer et s'assit en face de lui. Ce n'était pas seulement sale, dit Dominique sans préambule. Son doigt traçait un itinéraire sur la carte. Sale est un chien. Il suit les ordres. Il n'a ni le cerveau, ni l'ambition pour orchestrer quelque chose d'aussi complexe. Quelqu'un lui a promis une protection, dit Helena. Quelqu'un qui pouvait garantir sa sécurité vis-à-vis du reste de la famille si les choses tournaient mal. Dominique leva les yeux. Une seule personne a ce genre de pouvoir. Helena le savait depuis le gala, depuis qu'elle avait vu les pièces du puzzle s'assembler avec une clarté écœurante. Votre oncle Vincent. Le hochement de tête de Dominique fut presque imperceptible. Il contrôle le fonds familial, les avocats, les politiciens, les comptes offshore. Il connaît chaque secret, chaque faiblesse, chaque vulnérabilité. Sa voix se durcit, devenant froide et tranchante. Il a détesté chaque décision que j'ai prise depuis que j'ai pris le contrôle. Chaque contrat légitime, chaque investissement propre. Il pense que je nous ai affaiblis. Alors il a passé un accord avec Marchetti. Marchetti récupère les rues, les routes de la drogue, le territoire qu'il a toujours voulu. Le poing de Dominique se serra sur la table. Vincent récupère les actifs, l'immobilier, les connexions politiques, et moi je finis mort dans un parking ou brûlé vif dans ma propre maison. Helena traita l'information, son esprit lançant déjà des calculs tactiques. Ils pensent que vous êtes mort maintenant, ou en fuite. Exactement. Dominique sortit une photographie usée de sa poche.
un Vincent plus jeune souriant lors d'une réunion de famille, son bras autour d'un Dominique de 12 ans. L'image fit se retourner l'estomac d'Elena. Demain matin, Vincent convoquera une réunion des capots. Il déclarera le trône vacant. Il invitera Marchetti pour cimenter leur alliance par un traité formel. Où? Au Golden Oak. C'est un restaurant italien en plein centre, terrain neutre. Chaque traité majeur de la pègre de Chicago y a été signé depuis 50 ans. Elena étudia la carte, mémorisant l'emplacement, les rues environnantes, les points d'entrée et de sortie potentiels. Alors, on les frappe là-bas, on les attrape tous ensemble. Dominique secoua lentement la tête. Je ne peux pas mener un assaut frontal, pas dans cet état. Je serais mort avant même de franchir la porte. Il la regarda, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une confiance complète et absolue. J'ai besoin que vous y alliez d'abord. Vous voulez que je serve d'appât? Non. Dominique tendit la main à travers la table et prit la sienne. Je veux que vous les détruisiez. Vincent me connaît. Il connaît mes tactiques, mes schémas, mes faiblesses. Il a passé 30 ans à étudier ma façon de penser. Sa prise se serra. Mais il ne connaît pas Elena Vasquez. Il ne sait pas de quoi vous êtes capable. Il pense que vous n'êtes qu'une barmaid qui a eu de la chance dans un parking. Elena comprit. L'invisibilité qui avait été sa prison était maintenant sa plus grande arme. « J'entre avec le personnel », dit-elle, réfléchissant à voix haute. « Juste une serveuse de plus. Ils ne me regarderont pas à 2 fois. J'entre à l'intérieur. Je rassemble des informations. J'attends votre signal. Et quand le signal viendra, on brûle tout ensemble. » Elena regarda l'homme en face d'elle, blessé, trahi, brûlant d'une fureur froide qui égalait la sienne. Elle avait passé 8 ans à fuir la violence. Maintenant, elle allait l'embrasser. « Je vais avoir besoin d'un nouvel uniforme, » dit-elle. Les lèvres de Dominique s'incurvèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Je connais un endroit. » Le Golden Oak n'était pas simplement un restaurant. C'était un sanctuaire pour les intouchables, niché au cœur du centre-ville de Chicago, comme un cercueil tapissé de velours. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les boiseries en acajou et les nappes en lin blanc. L'air sentait l'huile de truffe et l'argent ancien. Un seul plat de risotto ici coûtait plus cher que ce qu'Elena gagnait autrefois en 1 semaine de double service. Ce soir, les lourdes portes en chêne étaient verrouillées pour le public. Un panneau discret, fermé pour événements privés, était accroché à la fenêtre. Une fiction polie pour le couronnement souterrain qui se déroulait à l'intérieur. Elena se tenait dans l'allée derrière le restaurant, ajustant son uniforme. Chemise blanche boutonnée, impeccable et empesée. Gilet noir, un peu trop serré aux épaules, cheveux tirés en un chignon sévère qui rendait ses pommettes tranchantes comme des lames. De bouillon. Des chefs aboyant des ordres de bouillon. Des chefs aboyant des ordres en italien. Des serveurs entrant et sortant avec des plateaux d'argent. Elena se glissa par la porte et se fondit dans le flux. Saisissant une carafe d'eau glacée à un poste aussi naturellement que si elle respirait, personne ne la regarda 2 fois. Personne ne demanda de pièce d'identité. Elle n'était qu'un corps de plus en uniforme, une autre paire de mains pour porter des assiettes et remplir des verres. Invisibilité accomplie. Elle poussa les portes battantes pour entrer dans la salle à manger principale. L'événement privé occupait le grand salon du restaurant, un espace qui pouvait accueillir 50 personnes, mais qui ne comptait ce soir qu'une seule longue table. À sa tête siégeait Vincent Caruso, l'oncle de Dominique, un homme de 62 ans qui portait sa corruption comme un costume sur mesure. Il faisait tournoyer un verre de Barolo millésimé, le liquide pourpre captant la lumière du lustre comme des rubis liquides. À sa droite était assis Tony Marchetti, paraissant encore plus vulgaire dans ce cadre raffiné. Ses dents en or brillaient quand il riait. Ses doigts épais déchiraient un petit pain, éparpillant des miettes sur la nappe immaculée. Derrière eux se tenait Sal Romano, pâle et transpirant,
malgré la climatisation parfaite du restaurant. Le traître, le chien qui avait vendu son maître pour 30 deniers d'argent. 15 gardes armés bordaient le périmètre. Des hommes dans des costumes mal coupés, avec des oreillettes, leurs yeux scannant les menaces extérieures. Ils ne regardaient pas le personnel. Elena se déplaçait dans la pièce, remplissant les verres d'eau avec une efficacité pratiquée. Ses oreilles captaient chaque mot. Dominique avait une vision, je lui accorde cela, disait Vincent, sa voix portant la satisfaction suffisante d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Mais il était faible. Il voulait nous légitimer, construire des condos et de la logistique d'expédition. Il ricana. Il a oublié que le nom Caruso s'est bâti sur la peur, pas sur des tableurs. Les rues respectent la force. Marchetti acquiesça, des morceaux de pain s'échappant de sa bouche. Mes gars ont déjà pris le South Side. Les flics sont payés. La concurrence a peur. Tout se met en place. « Et Dominique ?» demanda l'un des capots. Marchetti rit, un son laid qui fit frissonner la peau d'Elena. Mort. Passé par-dessus la falaise au domaine. Si la chute ne l'a pas tué, le lac l'a fait. Les poissons sont en train de le manger à l'heure qu'il est. Elena atteignit le côté de Vincent, versant de l'eau d'une main sûre. Un toast, annonça Vincent, levant son verre de vin, au nouveau départ. À la famille Caruso, restaurée dans sa gloire d'origine. Les verres s'entrechoquèrent autour de la table. Elena recula, son visage un masque d'indifférence professionnelle. Elle vérifia sa montre. 21 heures pile. Sa main glissa dans la poche de son tablier, ses doigts trouvant la petite télécommande noire qui y était cachée. Elle avait la taille d'un porte-clés de voiture, discrète, mortelle. Elle pressa le bouton. Le son ne fut pas celui d'une explosion massive. Ce fut un bruit sourd étouffé provenant de l'arrière du bâtiment, suivi du crissement du métal qui se déchire. La porte de chargement renforcée venait d'être arrachée de ses gonds. Les gardes se tendirent, les mains sur leurs armes. « C'était quoi ça ?» aboya Marchetti. « Accident de cuisine ?» dit doucement Elena, tenant toujours sa carafe d'eau. Puis vint le rugissement. Il commença bas, un grognement mécanique qui fit vibrer les planchers. Il devint plus fort, plus proche, le tonnerre incomparable d'un moteur puissant poussé dans ses derniers retranchements. Les portes de la cuisine ne s'ouvrirent pas. Elles explosèrent vers l'intérieur, et à travers la pluie de bois et de plâtre surgit la forme noire d'une Ford Mustang de 1970, transportant la vengeance dans son sillage. La Mustang jaillit des portes de la cuisine comme une bête s'échappant de sa cage. Le bois vola en éclats, le plâtre explosa. La voiture dérapa latéralement sur le plancher en bois ciré, ses pneus hurlant contre le vernis, envoyant valser tables et chaises comme des quilles de bowling. Un lustre en cristal se balança dangereusement au-dessus, faisant pleuvoir de minuscules prismes de lumière. Le véhicule s'immobilisa brutalement à 3 mètres de la table d'honneur. Silence. Un silence de mort, stupéfait. De la fumée s'échappait du capot de la Mustang. Le moteur cliquetait dans le calme soudain. Chaque personne dans la pièce restait figée. Leur cerveau luttait pour traiter la vue impossible devant eux. Puis la porte du conducteur fut ouverte d'un coup de pied. Dominique Caruso en sortit. Il n'était plus l'homme d'affaires poli qu'il connaissait. Fini le costume anthracite et la cravate de soie. À leur place, une tenue tactique noire, un gilet en kevlar sanglé par-dessus ses côtes bandées. Son visage était maculé de graisse, de cendre et d'une détermination froide. Il bougeait comme un homme qui était déjà mort une fois et n'avait plus rien à craindre. Dans ses mains, une carabine M4 personnalisée, tenue en position basse, prête à l'emploi, témoignant d'un entraînement militaire et d'une létalité absolue. Ses yeux gris balayèrent la salle, trouvant Vincent au bout de la table. « L'addition, s'il vous plaît », grogna Dominique. La salle explosa dans le chaos. « Tuez-le » hurla Vincent, plongeant sous la nappe comme le lâche qu'il était. Les gardes cherchèrent leurs armes. 15 hommes, entraînés et armés,
bougeant comme un seul pour éliminer la menace. Mais ils furent trop lents. Dominique ouvrit le feu avec une précision chirurgicale. Pas les tirs sauvages d'un homme désespéré, mais les rafales contrôlées de quelqu'un qui planifiait ce moment depuis des jours. 2 gardes près de l'entrée tombèrent, avant même d'avoir pu lever leurs armes. Touchés aux jambes, neutralisés, mais vivants. Ils voulaient des témoins. Elena bougea. Son jeu de serveuse impuissante s'évanouit en un instant, comme une mue de serpent. Elle saisit le lourd plateau de service en argent sur le buffet et pivota, le lançant dans les airs comme un disque. Il frappa un garde qui se précipitait vers Dominique, en plein dans la gorge, avec un craquement écœurant. Il s'écroula en s'étouffant, son arme retentissant sur le sol. Elena sauta par-dessus le bar en chêne, glissant derrière sa masse solide, alors que les balles déchiquetaient les bouteilles au-dessus de sa tête. Le verre et l'alcool s'abattirent en pluie, remplissant l'air de l'odeur âcre du whisky et de la peur. Elle passa la main sous le bar, où elle avait caché un Glock 19 3 heures plus tôt, lors de sa reconnaissance des lieux. Ses doigts trouvèrent une arme familière et mortelle. « 3 sur le balcon de gauche !» cria-t-elle par-dessus les coups de feu. « Je les vois !» hurla Dominique en retour. Il s'abrita derrière le bloc moteur de la Mustang, utilisant la voiture de son père comme bouclier. Il supprima la menace du balcon d'une rafale, forçant les tireurs à se tapir derrière la balustrade. Elena se redressa, tira 2 fois. Un garde essayant de contourner Dominique par le vestiaire tomba, se tenant le genou. Ils bougeaient comme s'ils s'étaient battus ensemble pendant des années. Elena couvrant les angles, Dominique avançant. Poussée et retrait, attaque et défense. Une danse létale, chorégraphiée dans le sang. Et la poudre. Marchetti avait renversé une table massive et s'en servait comme abri, tirant aveuglément avec un Desert Eagle plaqué or. Ses tirs étaient sauvages, détruisant plus de lustre qu'ils ne menaçaient qui que ce soit, faisant pleuvoir des éclats de cristal sur les combattants. Sal Romano vit sa chance. Le traître se détacha de sa position près du mur, sprintant vers la sortie de service. Ses yeux étaient écarquillés par la panique, ses chaussures coûteuses glissant sur le sol mouillé de sang. Elena le suivit calmement. Elle tira une fois. La balle le toucha à l'arrière de la cuisse et il tomba en hurlant, glissant sur le parquet jusqu'à percuter une chaise renversée. Elena marcha vers lui, son Glock braqué sur sa forme agitée. « Reste à terre, traître », dit-elle froidement. « Ton patron veut te dire un mot. » Sal la regarda, des larmes coulant sur son visage, et vit sa mort se refléter dans ses yeux sombres. « S'il vous plaît, » pleurnicha-t-il. « S'il vous plaît. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Vincent m'y a forcé. Il a dit qu'il tuerait ma famille si je ne le faisais pas. Garde ça pour quelqu'un que ça intéresse. » Elena le frappa à la tempe avec la crosse de son pistolet, et les supplications de Sal Romano se dissolvèrent dans l'inconscience. Les coups de feu s'arrêtèrent pour laisser place au silence. Dominique s'avança vers la position de Marchetti, sa carabine braquée sur la table renversée. Le boss rival surgit pour tirer, mais Dominique était déjà là. Il s'engouffra dans la garde de Marchetti, bloqua le bras armé et lui asséna un coup de coude fracassant au nez. Le craquement résonna dans le restaurant ruiné comme un point final. Marchetti s'effondra, le sang jaillissant de son visage brisé. Dominique écarta le Desert Eagle plaqué hors d'un coup de pied et l'assomma d'un coup de crosse avec une efficacité froide. « Où est-il » La voix de Dominique n'avait presque plus rien d'humain. Un grognement venu de profondeur primale. Elena pointa la tête de la table. La nappe en lin blanc tremblait. Dominique marcha vers elle, ses bottes crissant sur le verre brisé et les douilles usagées. Il saisit le tissu fin et l'arracha d'un seul mouvement sauvage. Vincent Caruso était prostré sous la table comme un rat dans un piège. L'homme qui avait tout orchestré. L'oncle qui avait souri lors des dîners de famille tout en complotant le meurtre de son neveu. Le patriarche qui avait vendu son propre sang pour le pouvoir. Il paraissait pathétique maintenant. Petit, son costume coûteux était taché de vin et de sueur de peur.
Ses cheveux argentés étaient ébouriffés. Ses mains tremblaient alors qu'il les levait pour se rendre. « Dominique » bafouilla Vincent, la voix brisée. « Neveu, s'il te plaît. Ce n'était que les affaires. Juste les affaires. On peut s'arranger. J'ai les comptes offshore. J'ai les juges. On peut régner ensemble. Pense à l'empire qu'on pourrait bâtir. » Les affaires. La voix de Dominique était un son de glace. « Tu as vendu mes routes au cartel. Tu as envoyé des assassins dans ma maison. Tu as mis un prix sur la tête de la femme qui m'a sauvé la vie. » Il leva la carabine, visant directement la poitrine de Vincent. « Tu as tué mon père. » Les yeux de Vincent s'écarquillèrent. « Ce n'était pas... Je n'ai pas... La voiture piégée, il y a 30 ans. J'avais 12 ans. » Le doigt de Dominique se crispa sur la détente. « Je comprends enfin. Tu planifiais ça depuis avant même que je commence à me raser. » « Dominique, s'il te plaît, ne le fais pas. » Le mot vint d'Elena. Dominique se figea, la carabine toujours braquée sur le cœur de son oncle. Il se tourna pour la regarder, et la rage dans ses yeux était terrifiante à voir. « Il mérite de mourir, Elena. C'est un cancer, une pourriture qui dévore cette famille de l'intérieur depuis 3 décennies. » Elena rengaina son Glock et s'approcha de lui, ses talons claquant sur le sol jonché de verre. Elle posa sa main sur le canon de son fusil et l'abaissa doucement. « La mort est trop facile, » dit-elle calmement. « Si vous le tuez, la famille se ralliera autour de sa mémoire. Il devient un martyr. L'oncle bien-aimé, assassiné par son neveu, assoiffé de pouvoir. » Elle croisa son regard. « Vous devenez le chien enragé qui a tué son propre sang. » La mâchoire de Dominique se crispa. « Alors quoi ?» Elena sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui croit au karma, le genre de karma implacable qui n'attend pas l'au-delà. Elle glissa la main dans la poche de son gilet et en sortit son smartphone. Elle tapota l'écran et le retourna pour que Vincent puisse voir un flux en direct. Nombre de vues, 23 847, et ça grimpe. « J'ai commencé à diffuser dès que j'ai versé mon premier verre d'eau, » dit Elena froidement. « Chaque mot que vous avez dit sur le trafic d'héroïne, les pots de vin au juge Reed, le meurtre de l'échevin Martinez, les connexions avec les cartels, tout a été enregistré. » Le visage de Vincent devint blanc comme un os. « Et je ne l'ai pas seulement envoyé sur le cloud. » Elena balaya l'écran. « Je l'ai envoyé à la ligne de dénonciation du FBI, à la force d'intervention de la DEA et au courriel personnel de tous les grands présentateurs de journaux télévisés de Chicago. » Elle se pencha, approchant son visage de celui de Vincent. « Vous n'allez pas mourir ce soir, Vincent. Vous allez vivre, et vous allez passer chaque instant restant de votre misérable existence à payer pour ce que vous avez fait. » Des sirènes hurlèrent au loin, s'approchant. Les sirènes devinrent plus fortes, un cœur de jugement imminent. Dominique se tenait au-dessus de son oncle, la carabine toujours à la main, mais plus braquée sur lui. La rage était toujours là, brûlant dans sa poitrine. Mais les mots d'Elena avaient percé le voile rouge. Elle avait raison. Elle avait toujours raison. La mort était une miséricorde. Et Vincent Caruso ne méritait aucune miséricorde. « Si je te tuais maintenant, » dit Dominique lentement, « si toi, ta douleur s'arrêterait en 1 seconde. Une balle, un battement de cœur, et puis plus rien. » Il s'accroupit, mettant son visage au niveau des yeux terrifiés de Vincent. « Mais de cette façon, tu vas en prison fédérale, mon oncle, comme une balance sans le sou prise en flagrant délit, confessant 30 ans de crimes en direct. » La lèvre de Vincent trembla. Des larmes creusèrent des sillons dans la poussière sur son visage. « Tu sais ce qu'ils font aux hommes comme toi, en haute sécurité, » continua Dominique, sa voix douce et terrible. « Aux hommes qui ont trahi leur propre famille, aux hommes qui ont commandité des meurtres de femmes et d'enfants, aux hommes qui se croyaient intouchables. » Il se releva, regardant de haut la carcasse brisée de l'homme qui avait hanté sa famille pendant 3 décennies. « Tes avoirs seront gelés demain matin. Tes amis politiciens n'iront t'avoir jamais connu.
Tes avocats t'abandonneront dès que les provisions s'arrêteront. Le sourire de Dominique était cruel. Et tu passeras chaque jour restant de ta misérable vie à regarder par-dessus ton épaule dans une cellule en béton, attendant le couteau qui finira par arriver. Vincent s'affaissa contre le pied de la table, toute force le quittant. Il ressemblait à ce qu'il était réellement sous les costumes coûteux et la langue d'argent. Un petit vieillard effrayé qui n'avait plus aucune carte en main. Dominique se détourna de lui sans un mot de plus. Il saisit le corps inconscient de Marchetti par le col de son costume criard et le traîna vers la sortie du quai de chargement. « Qu'allez-vous faire de lui » demanda Elena. « Je vais jeter ses ordures sur les marches du commissariat. Un cadeau pour les détectives. Ils essaient de coincer Marchetti depuis des années. » Il jeta un regard en arrière sur le chaos de la salle à manger. Qu'ils partagent un bloc cellulaire avec Vincent, ils pourront se tenir compagnie. Ils sortirent par la cuisine ruinée, enjambant les débris et les corps inconscients. L'allée arrière était sombre et calme, un contraste frappant avec la zone de guerre qu'ils laissaient derrière eux. Dehors, la pluie s'était arrêtée. L'air était frais et propre, lavé par l'orage. Chicago scintillait au loin, 1 million de lumières scintillant comme des étoiles terrestres. La ville qui avait failli les tuer tous les deux s'étendait maintenant devant eux comme une promesse. Dominique regarda en arrière vers le Golden Oak. À travers les murs brisés, il pouvait voir la Mustang, la voiture de son père, ensevelie sous les décombres et les meubles cassés. Le capot était enfoncé. Le pare-brise avait disparu. L'huile s'écoulait sous le moteur comme du sang noir. « La Mustang est morte », dit-il doucement. Il y avait un chagrin sincère dans sa voix. Elena s'appuya contre le mur de l'allée, l'épuisement la rattrapant enfin. Son uniforme était taché de vin et de poussière de plâtre. Ses cheveux s'étaient détachés, encadrant son visage de mèches sauvages. « Je connais un gars, » dit-elle. « Il vend des Honda d'occasion, très fiable, excellent porte-gobelet. » Dominique la fixa longuement. Puis il rit. Ce fut un rire profond et riche qui brisa la tension de la nuit, comme un rayon de soleil à travers les nuages d'orage. Un vrai rire, sans défense et libre, de la part d'un homme qui n'avait probablement pas ri ainsi depuis des années. Il s'approcha d'elle, ignorant les sirènes, ignorant le chaos, ignorant tout, sauf la femme qui lui avait sauvé la vie par 3 fois. Il prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant une tache de suie sur sa joue. « Je pense que nous pouvons nous offrir mieux qu'une Honda, » murmura-t-il. « Je pense à une Ferrari rouge, pour égaler le feu qui est en vous. » Elena sourit, épuisée, exaltée et vivante. « C'est terriblement peu pratique, Caruso. »« Je sais. » Et il l'embrassa, doucement et lentement. Une promesse scellée dans le calme après la guerre. Quand ils se séparèrent enfin, Dominique plongea la main dans la poche de son gilet tactique. Il en sortit une bague. C'était un anneau massif en platine, vieux et poli par des décennies d'usage. Le blason de la famille Caruso y était gravé. Un lion rampant au-dessus d'épées croisées. La chevalière du boss, le symbole de l'autorité absolue. Il l'avait retiré du doigt tremblant de Vincent avant de quitter le restaurant. Elena regarda la bague, puis Dominique. « Qu'est-ce que vous faites ? » ?»« Vous ne travaillez plus pour moi, Elena Vasquez. » Son sourcil s'arqua. « Je suis viré. Vous êtes promu. » Dominique prit sa main et pressa la bague dans sa paume, refermant ses doigts sur le métal froid. « Associé, 50-50. La reine ne sert pas le roi. Elle règne à ses côtés. » Elena fixa la bague dans sa main. Elle était plus lourde qu'elle ne l'aurait cru, lestée d'histoire, de sang et de pouvoir. Une semaine plus tôt, elle était une barmaid comptant ses pourboires et mangeant des nouilles instantanées. Maintenant, elle tenait le symbole de la famille la plus puissante de Chicago dans sa paume. Elle leva les yeux vers l'homme qui l'avait arraché à sa vie invisible et l'avait jeté dans le feu. L'homme qui l'avait vu, vraiment vu, quand le reste du monde l'ignorait. « Associé », accepta-t-elle, son poing se refermant sur la bague. « Mais j'ai une condition. »« N'importe laquelle. » Elena regarda le restaurant détruit,
la fumée s'élevant encore des fenêtres brisées, les sirènes de plus en plus proches. « La prochaine fois, dit-elle, on commande à emporter. J'en ai vraiment marre de laisser des pourboires. » Dominique eut un sourire radieux, un vrai sourire, enfantin et libre, qui transforma son visage en quelque chose de presque beau. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens, et ensemble, ils se glissèrent dans les ombres de l'allée. Ils disparurent dans la nuit de Chicago, au moment même où l'équipe du SWAT enfonçait les portes, avant du Golden Oak. La barmaid était partie pour toujours. La reine était arrivée. Et c'est ainsi qu'Elena Vasquez est passée du mélange de cocktails au règne sur le monde souterrain. Cela prouve que parfois, la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle qu'on ignore. La fille invisible dans le coin. La travailleuse silencieuse sortant les poubelles. La femme qu'on rejette comme une simple décoration. Cette histoire nous enseigne que notre passé, aussi douloureux soit-il, peut devenir notre plus grande force. Elena a passé 8 ans à fuir qui elle était, cachant les compétences que son père lui avait transmises, essayant d'être invisible. Mais quand le moment est venu, quand quelqu'un a eu besoin d'elle, elle n'a pas hésité. Elle est devenue l'arme qu'elle avait toujours été destinée à être. Pas pour la destruction, mais pour la protection. Cela nous rappelle que le vrai partenariat est bâti sur le respect mutuel et l'égalité. Dominique n'a pas offert un emploi à Elena à la fin. Il lui a offert un trône parce qu'il a compris que quelqu'un qui vous sauve la vie 3 fois, qui se tient à vos côtés dans le feu, mérite de se tenir à vos côtés dans la victoire. Et peut-être le plus important, cela montre que la meilleure vengeance n'est pas la violence, c'est la justice. Elena aurait pu laisser Dominique tuer Vincent, mais elle a choisi un chemin plus difficile, celui qui garantirait que le coupable assume les conséquences pendant que l'innocent est protégé. Parfois, le karma n'a pas besoin de notre aide. Il a juste besoin d'un flux en direct et d'une connexion Internet. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, d'action et de karma, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et nous permet de vous proposer plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous téléchargeons du contenu passionnant chaque jour et nous ne voulons pas que vous manquiez un seul instant. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été dans ce parking? Auriez-vous couru vous mettre à l'abri ou seriez-vous sorti de l'ombre pour vous battre? Je veux vous entendre parler du plus profond de votre cœur, vos histoires, vos pensées, vos liens avec votre propre vie. Ils signifient tout pour nous. Comment cette histoire vous a-t-elle fait vous sentir? Le parcours d'Elena vous a-t-il rappelé des moments où vous vous êtes senti invisible? La trahison de Dominique par sa propre famille a-t-elle fait écho à quelque chose dans votre expérience? Partagez vos réflexions avec nous. Nous lisons chaque commentaire, et vos mots inspirent nos prochaines histoires. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, du bonheur et de la paix dans leur vie quotidienne. Puissiez-vous trouver la force de sortir de l'ombre quand votre moment viendra. Au revoir pour l'instant, et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Seriez-vous intéressé par une suite ou par l'analyse d'un passage particulier?